a une raison, d'accord? Nous allons recevoir le Forrest Gump français, qui n'est clairement pas moi. Il a traversé l'Europe en courant 3486 km. Et je vais aller m'asseoir parce que je suis fatiguée. Il est marathonien, explorateur, auteur du livre Horizons Infinis. Je vous demande d'accueillir Claude Cazes. Je te fais un petit serrage de main pour le début. Salut Enchanté. Chloé, merci pour l'invitation. Ben, merci à toi d'être là. Je te mens pas, je suis un peu fatiguée. Mais c'est bien que nous avons un professionnel. Ouais, je te remercie. Je te remercie pour l'invitation encore. Comment tu te sens? Comment ça s'est passé la venue jusqu'au studio? Comment te sens-tu? Très bien, franchement. Bon, ça bouge pas mal, on va dire, en France en ce moment, parce que voilà, il y a pas mal de manifs et tout. Mais dans l'ensemble, ça va. Mais on reste positif de toute façon. Je pense que c'est le principal. Alors, on va passer un petit moment ensemble. On va un petit peu justement parler de ce parcours que tu as fait et notamment de ton livre Horizons Infinis. Tu as couru à travers l'Europe pendant 3486 km en 83 jours. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler déjà de cette expérience? Tu as fait 7 pays. D'où c'est venu finalement aussi cette idée? Comme tout le monde, je regarde les informations au quotidien et on est plus ou moins touché par les actualités. Et celui-ci, plus qu'un autre, et a raison, et je vais l'expliquer après pourquoi, m'a touché profondément. J'étais dans le canapé avec mes enfants et ma compagne et là j'ai décidé, après avoir vu ce qui s'est passé le 6 février 2023, donc le séisme qu'il y a eu en Turquie, qui a fait plus de 50 000 victimes, que je ne pouvais pas en fait rester justement au fond de ce canapé-là. Et comme je m'entraîne depuis pas mal de temps à la course à pied, même si pour certains, 4 ans pour faire ce que je fais, c'est pas beaucoup. Ok. Ouais. Je sais, c'est censé être plus long en termes de préparation. Oui, pour pouvoir réussir à faire une traversée d'un continent, normalement, il faut quand même un peu plus d'expérience à tous les niveaux. Mais voilà, je voulais pas rester sans rien faire. Mais surtout, plus important, je voulais montrer à mes enfants qu'on pouvait faire quelque chose, on pouvait changer. Qu'une personne, en fait, dans une vie, à un certain moment, ça ne sera pas le héros, mais ça sera celui qui pourra mettre en lumière justement quelque chose. Toi, tu as justement voulu faire ça aussi pour aider les victimes du séisme. Est-ce que tu avais déjà un but précis de comment ça allait se dérouler? Il me semble que tu n'as pas eu d'aide, forcément. Il devait y en avoir une, mais ouais. Dans un premier temps, en tout cas, quand tu es parti. C'est ça. Comment tu as fait, tout simplement? Comme à chaque projet, que ce soit dans l'aventure ou dans le sport, en général, on prépare un projet, on essaye d'avoir du sponsoring, du partenariat, ce genre de choses. Et chose que je fais habituellement, sauf que là, je vais être lâché un jour avant mon départ par ce fameux sponsor, qui est d'origine turque. Alors, je ne lui en veux pas, hein, on en a déjà discuté. Mais c'est vrai qu'un jour avant, je pense que tous les autres aventuriers ou sportifs de haut niveau auraient laissé tomber l'affaire et repris peut-être un an après parce que c'est des grosses préparations physiques et budgétaires. Oui. Mais pas moi. Pas parce que je suis plus fort que tout le monde, ça n'a rien à voir. C'est simplement parce que j'estimais que par les intuitions que je ressentais du fait que je devais aller là-bas pour pouvoir délivrer un message d'espoir, en plus de les aider par des finances, que voilà, en fait, il n'y a rien qui allait m'arrêter. Et à aucun moment, tu t'es dit, le parcours est complètement fou, et peut-être risqué aussi pour ta vie. Tu as une famille, tu as des enfants, donc comment tu as réagi par rapport à cette réflexion-là, je veux dire? Alors, il y a certaines aventures, certaines explorations que j'ai déjà faites, qui ont été beaucoup plus dangereuses que ça. Ah oui? Oui, j'en parle dans le livre en fait. Il y a eu il y a eu une marche de plus de 6000 km à pied le long du Nil. Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc de sa source au Burundi jusqu'à son embouchure en Égypte. Oui. Où voilà, j'ai franchi des pays comme le Soudan. Donc oui, là, je connaissais les risques, j'y suis allé. Il s'est passé bien évidemment des choses au risque de ma vie, au péril de ma vie, mais voilà, je suis encore là aujourd'hui et tant mieux, parce que ça m'a permis de pouvoir justement raconter toutes ces histoires. Mais concernant la Turquie, je dirais que non, ça m'a pas, j'ai pas eu peur, j'ai pas eu de doute, je savais en fait que
à 99%, ça allait bien se passer. Et de toute façon, à chaque fois qu'on part pour quelque chose, que ce soit de l'ordre du personnel ou autre, il faut toujours partir en fait avec des choses positives et des raisons qui vont aussi... Qui vont te pousser à travers les Exactement. difficultés du Exactement. voyage. Enfin, du voyage, c'est un voyage finalement le parcours. Oui, non, c'est un voyage, c'est une aventure. C'est une aventure, ouais, c'est ça. Complètement. Est-ce que, parce que tu en as parlé, donc je me permets de revenir dessus déjà, par rapport au Nil, est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venue l'idée? Ouais, le Nil en fait c'était donc ça fait à peu près 7 ans que je suis explorateur aventurier et marathonien de l'extrême, mais j'ai commencé par cette première expédition humanitaire parce que dans le monde de l'exploration, à un moment donné, on est obligé de taper haut dans ce que l'on va faire pour avoir un peu la confiance de nos pairs. Ok. Et moi, je voyais vraiment quelque chose de l'ordre, soit l'Amazonie, en fait, soit le Nil. Et c'est vrai que l'Amazonie, il y avait beaucoup de monde qui l'avait fait. Et je m'étais dit, le Nil, non. Donc, je me suis plutôt dirigé vers ça. Bien évidemment qu'on prend un maximum d'informations. On essaye de peser les risques qu'il peut y avoir sur place, en sachant que le risque les plus graves, les plus dangereux, ce n'est pas les animaux. Même si l'hippopotame, on sait qu'il tue beaucoup plus et beaucoup plus agressif, c'est l'homme. L'homme est beaucoup plus dangereux que tout le reste en général. Et malgré ça, ça ne m'a pas empêché d'eux parce que pour moi, j'estimais que délivrer des médicaments à une ONG par pays traversé, en plus de les aider financièrement, était suffisant pour peser sur la balance. Justement, quand tu aides tous ces gens, comment tu as ces ressources? D'où viennent ces ressources? Du sponsoring. Là, il y avait un sponsoring ouais, pour ce trajet. Exactement. D'accord. Le sponsoring est vraiment une des choses importantes. Alors j'ai créé ma propre association pour pouvoir répondre aussi à la demande de sponsors parce que quand on n'a pas un sponsor, c'est vrai qu'on peut, quand on n'a pas d'asso, on peut avoir un sponsor, mais du coup on ne lui donne pas toutes les cartes en main pour nous donner peut-être son maximum. Oui. Là, avec ça, on lui redonne en plus de la belle action qu'on fait et sur laquelle il croit, on lui donne un reçu déductible d'impôt qui n'est pas non plus négligeable dans exactement. Notre... voilà. Et ça donne des raisons de plus à des personnes de pouvoir nous aider. Et c'est la raison pour laquelle je suis passé par là. Ce qui a été pour faire la comparaison avec la Turquie, j'ai eu un sponsoring, mais pas celui qui devait être au départ, que je suis allé chercher au dernier moment et qui m'a accompagné, j'ai envie de dire, un peu du bout des bras, qui s'appelle Youssef Oubeza, qui est juste une personne extraordinaire avec un grand cœur. Et qui a pu pouvoir me soutenir mensuellement sur cette traversée. C'était pas le montant que je devais avoir sur la totalité avec quelqu'un qui pesait plus, mais au final, en fait, on voit quoi? On voit que les gens qui en donnent le moins, c'est eux qui en donnent le plus. Souvent. Ouais. Bah parce que je pense qu'il y a la nécessité aussi, le fait de comprendre le besoin de l'autre en le connaissant soi-même. Exactement. Tu parlais aussi, et donc je reviens dessus, du Soudan. Ouais. Tu as vécu quelque chose là-bas, je ne sais pas dans quelle mesure tu es OK à ce qu'on en parle nous. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer réellement ce qui s'est passé, dans quel cadre c'était? Ouais. Et surtout comment tu t'es senti aussi après, parce que ça a quand même un impact. Déjà, tu es dans une situation où tu n'es pas dans un confort incroyable. Complètement. Donc ton psychologique, déjà ton mental, tu dois le travailler. Et puis même, comment t'es passé outre ça et qu'est-ce qui s'est passé? Le Soudan, pour cette expédition humanitaire, a été le pire et le meilleur moment de ma vie. Ok. Le pire parce que j'ai eu deux protagonismes avec des machettes, une à la gorge et l'autre dans le ventre, qui en voulaient de ma vie uniquement pour de l'argent. Faut savoir que pour ce type de personnes, alors je ne généraliserai pas justement parce que j'ai dit qu'il y avait le meilleur aussi dans ce même pays. Votre vie, elle tient qu'à un fil en fait. Pour eux, c'est comme manger un bonbon. Ils vous enlèvent la vie, c'est au même niveau en fait. Okay. Et quand on comprend ça, parce qu'on est sous leur lame en fait, on comprend que vraiment en fait les billets, en fait tout ça, c'est rien comparé à votre vie. Ça n'a pas de valeur. Exactement, c'est vraiment, ça importe peu. Donc ça, c'était le pire moment. Et psychologiquement, bien sûr qu'il y a des répercussions. La personne qui vous dira le contraire, en plus je suis un ancien légionnaire, donc vraiment je parle bien sûr, je parle aussi sous ces conditions. On sait que la vie est importante, que quand elle est retirée, en fait, il y a une énergie qui s'éteint, il y a une étincelle qui s'éteint.
Et cette étincelle, elle est toujours accompagnée en fait de vivants autour d'eux, que ce soit par la famille, par tout ça. Et c'est vrai que ces gens-là ne pensent pas au à côté parce qu'en fait, ça leur est complètement égal. Et le meilleur, pourquoi? Parce que j'ai vécu la plus grande solidarité de toute ma vie. Pourtant, j'en avais fait des pays avant celui-ci. Mais là, je découvre des gens qui ne me connaissent pas, qui m'accueillent chez eux et qui me gardent en sécurité chez eux pendant entre 2 et 3 semaines. Ils vont me nourrir, me loger, me blanchir et me montrer en fait que oui, tu as vécu le pire, mais regarde en fait, chez nous, tu peux vivre aussi le meilleur. Donc c'est aussi ça la réalité du terrain. On ne peut pas simplement pointer du doigt en fait un pays ou une culture ou quelle que soit la chose pour dire qu'il n'y a que du mauvais. C'est faux. Il y a toujours en fait des personnes qui seront bienveillantes pour justement vous montrer qu'il y a cet aspect-là. C'est très beau ce que tu dis. En fait, j'essaie de percuter en fait l'importance de ton message parce que c'est une réalité. C'est aussi ne jamais oublier que, comme tu dis, c'est pas que ce soit une communauté, un pays quelconque. En fait, c'est l'humain que tu as en face de toi. Exactement. Qui est soit dans son côté bon ou dans son côté mauvais qu'il a choisi de nourrir. Exactement. Le mot, c'est ça. C'est le choix qu'il fait. De nourrir ou pas. Et donc, tu as pu découvrir les deux dans le pays qu'elle sous-tend. Exactement. Là, donc, on va reparler de cette traversée vers l'Europe pour les gens qui avaient justement donc vécu ce séisme, qui a fait beaucoup de morts. Toi, quand tu vis comment, tu manges comment, tu dors où? Il fait froid, il fait chaud, et qu'est-ce qui se passe? Dans les 7 pays que je traverse les pluies diluviales d'Italie où il a plu quasiment tout le temps de ma traversée, mais des pluies torrentielles. Je suis sur des routes les plus dangereuses de toute l'Europe, où il y a des poids lourds qui passent, mais à ça de moi, et j'exagère rien du tout. Tu es sur les bords d'autoroute? Ouais, parce qu'en fait, bord de route nationale, où en fait, il n'y a que ce chemin qui va traverser tout droit l'Italie. Et moi, j'ai que ça en fait. Donc, je suis autorisé à courir, même si c'est dangereux. Et c'est sur cette même route où j'ai découvert le plus de cadavres d'animaux de toute mon expédition. Wow. Genre, sans exagérer, je pense tous les 100 ou 200 mètres, il y avait un cadavre un chevreuil, un lapin, un chien, un chat, un écureuil, en fait, vraiment beaucoup. J'ai essayé, tant que je le pouvais, malgré, on va dire, la souffrance physique, mentale et la pluie, qui est une contrainte quand même qui est intense, de toujours avoir un mot ou une pensée pour tous les êtres vivants que j'ai croisés. Alors je posais souvent un genou à terre et j'essayais de leur rendre hommage comme je le pouvais. Et puis je continuais. Sans essayer de dire que voilà, tu essayes de faire la parfaititude ou de montrer quelque chose que tu n'es pas. Sauf que moi je pense que on a tous droit en fait à un hommage à un moment donné, même un serpent, voilà. Donc je les prenais en fait, je les enterrais quand j'avais le temps bien évidemment, je les enterrais pour essayer de leur rendre un dernier hommage en fait. Et est-ce que tu faisais comment pour du coup manger et boire aussi? Il faut savoir que pour contextualiser, je cours en tenue de Forrest Gump. Ok. La tenue Forrest Gump, c'est quoi? Je suis en short, t-shirt, on est en plein hiver, il pleut à torrent ou il fait froid dans certains pays, je vais les citer tout à l'heure. Des températures qui vont de l'ordre de plus 10 à moins 10. Et donc, du coup, j'ai un poncho sur moi et une banane, comme dans le film, autour de la taille, pas plus. Il n'y a pas de sac à dos, il n'y a pas tout ça. J'ai une seule paire de chaussures et j'ai fini ma course avec la même paire de chaussures. Comment elle allait, la paire de chaussures? Alors, comme je suis un peu bricoleur, imaginez-vous que sur le chemin, il y a toujours des véhicules qui crèvent. Tu prenais la semelle, les pneus? Exactement. En fait, je découpais des morceaux de semelle et que je collais à la glu le soir avant d'aller me coucher, que je ponçais avec du papier ponce pour essayer de le mettre au même niveau que l'autre semelle et je partais avec ça. Donc ça, c'est pour répondre à la question du comment je faisais pour courir et dans quelle tenue. De comment je faisais pour manger, en fait, la veille, j'essayais de mettre sur ma banane tout ce qui permettrait de combler la demande en fait, au niveau cellulaire. C'est-à-dire le potassium, le sodium, le magnésium, tout ça avec des fruits secs, toujours de l'eau bien évidemment, et que sur le chemin il y avait de la restauration ou quoi, j'essayais d'y aller avec les petits moyens que j'avais bien sûr. Quand justement tu manges, parce que tu manges peu, tu as une grosse activité physique, j'imagine que le sommeil ça devait être compliqué, tu dormais où? Pas du tout. En fait,
Ah, pas du tout. Non. Magnifique. Parce que je pose toutes ces questions pour tous les gens Bien sûr. qui ne comprennent absolument pas quel est le quotidien de ce que tu as vécu. En fait, il existe des façons de pouvoir aider à s'endormir et donc de rentrer dans un état de sommeil avec de la respiration. Ok, magnifique. Ouais. Et j'utilisais ce type de respiration. Alors ça peut être de la respiration carrée, dite. Il faut s'imaginer en fait un carré, d'accord? Ok. On va inspirer, admettons 5 secondes, bloquer 5 secondes, on est sur 2 faces du carré, Ah oui. souffler 5 secondes, retenir 5 secondes et là on a un carré parfait. Ah oui, d'accord. Et donc en faisant ça, en fait, on va se focus uniquement sur notre respiration et rester sur une intensité qui est assez précise. Grâce à ça, en fait, ça me permettait de pouvoir dormir n'importe où. Ok. Sur un banc de bus, sur du gazon, n'importe où. Voilà. Et est-ce que c'était dangereux? Est-ce que tu as senti des endroits où c'était plus dangereux que d'autres Non, ou parce pas? que déjà, j'essayais de rester toujours dans des zones, alors quand il pleuvait pas, dans des zones où il y avait du public. Oui. Déjà, il faut quand même être assez pertinent pour rester là où il y a du monde. Oui. Et puis après, sinon, justement, c'est soit là où il y a du monde ou soit on essaye là où il n'y a personne. D'accord. Donc des endroits retirés, assez non visibles, on va dire, de la route ou ce genre de choses. Et justement, tu parles de gens où il y a du monde. Bah là, moi, je vais te parler des personnes que tu as rencontrées sur ton chemin Ouais. et qui étaient les raisons aussi pour lesquelles tu as fait ce parcours. Quand tu les as rencontrés, comment on t'a reçu? Comment ça s'est passé la rencontre avec les personnes qui ont été victimes, justement? Imagine-toi que pendant 83 jours, je vais même être un peu moins, pendant 60 jours, des gens vivent depuis des mois, donc la perte pour des enfants qui perdent leurs parents, des parents qui perdent leurs enfants. Ils vivent avec ça en se disant je suis un peu oublié de mon pays parce qu'on a eu une aide pendant un moment et puis plus rien. Et là, tu entends qu'il y a un étranger qui franchit les frontières de ton pays, qui a traversé tout le continent européen, qui vient d'arriver sur le continent asiatique et qui veut t'apporter un peu d'espoir, qui veut... En fait, même moi, je me mets à leur place et je me dis wow, ça serait fort en fait si quelqu'un pouvait faire ça, soit pour mes enfants, soit pour moi. Et je trouve que c'est fort. Donc, j'ai essayé de retenir un peu mes émotions sur le moment, c'est-à-dire sur tout le long, et essayer de penser uniquement à ce que je pourrais leur apporter, tout en restant dans cette positivité. Pour le jour J, bien évidemment, je pense que toute personne, on va dire, normalement constituée, elle craque en fait à la fin. Là, tu relâches de tout. Tu relâches et surtout, en fait, là, tu as en face de toi les personnes pour qui tu as traversé tous ces jours de marathon. Donc, effectivement, c'est un ascenseur émotionnel intense de par eux, mais de par aussi toutes les personnes qui m'ont accompagné sur le chemin, que j'ai rencontré, que je ne connaissais pas et qui m'ont apporté un soutien énorme, en fait, pendant cette traversée. Est-ce que tu as une anecdote marquante de ce voyage? Vraiment, c'est celle qui... J'en ai plein, mais je vais en citer une qui est quand même assez rigolote. Ah, j'aime beaucoup. Je suis en Bulgarie, donc à Sofia. Oui. Il venait d'avoir une nuit qui a ravagé, la neige avait ravagé et couché les arbres, plus d'électricité, plus d'internet, plus rien. Et moi je fonctionnais à l'internet pour mon téléphone pour avoir mon signal GPS pour savoir où j'allais. Et donc j'arrive à me débrouiller par une raison ou une autre et j'emprunte un chemin qui n'est pas celui que j'aurais dû faire, c'est-à-dire généralement j'essaie de rester dans les grands axes et là j'emprunte un petit chemin qui m'amène en fait dans les montagnes. Donc il faut savoir qu'il y a 1 mètre de neige, je suis en short et en t-shirt. Et là en fait, après, je viens de dire une dizaine de kilomètres, où j'avais galéré parce que la neige c'est dur, il faut enjamber en fait, c'est même plus de la course. C'est combien tu m'as dit, 10 cm de neige? Combien de neige? 1 mètre de neige. 1 mètre? Exactement, en fait je suis obligé d'enjamber. Oh, mais t'es en hypothermie, c'est pas possible. Non, parce qu'on peut s'habituer. Il y a des techniques aussi? Exactement, il y a des techniques, c'est surtout de l'entraînement en fait à faire. Donc t'enjambes? Ouais, j'enjambe, donc voilà, et puis au bout d'un moment je vois des traces assez bizarres. Ouh là là. Et je me dis, on est en Bulgarie, je suis dans les montagnes, ça serait pas des ours quand même. Et en fait, si, il y a des traces, des grosses traces d'ours et des petites traces.
Ah, donc la maman. Tout le monde sait Oh là 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 exactement là là, la mauvaise qu'une idée. maman avec son enfant, c'est les plus dangereux qu'il puisse y avoir. Ouais. Là, quand je comprends ça, je cherche même pas à savoir est-ce qu'il est mignon le petit. Je fais juste demi-tour et je refais sens inverse, donc 10 km que j'avais fait en retour, donc 20 km. Et comme mon but, moi, c'était de faire 42 km par jour, j'ai bien évidemment comptabilisé mon retour dans ce que je devais faire quotidiennement. Et puis, bon, ben après, j'ai retrouvé un autre chemin pour pouvoir ça. Donc, c'était la petite anecdote, on va dire, rigolote. Ah bah franchement, moi j'aurais pas été bien si j'avais vu ça. Hein. Waouh, ça devait être complètement fou. Ouais, Et donc tu faisais, donc tu avais effectivement donc 42 km par jour que tu t'étais mis. c'est ça. Est-ce qu'il y a eu, entre guillemets, d'autres péripéties qui ont retardé ton voyage? Est-ce que le but déjà c'était de faire 83 jours? Tu n'avais pas d'idée? Est-ce que tu savais Non, c'était quand vraiment t'arrivais 83 jours. Tu savais? Ouais. Et du coup, quand justement là, par exemple, tu as eu 10 km Mhm. de différence, comment tu fais pour rattraper ton retard? Alors, comme justement je fais 42, là j'avais déjà fait la moitié, il me restait que la moitié à faire. Pourtant, j'étais loin de mon arrivée. Ouais. C'est très simple, je reste totalement logique et cohérent dans mon raisonnement. Je faisais 20 km de plus et l'hébergement où j'allais, si c'était chez l'habitant ou si c'était quelque part, généralement en fait j'avais toujours le contact que j'avais eu dans la journée, puisque je ne savais jamais le matin où j'allais dormir le soir. Et donc je répondais en courant en fait, hein, aux messages, aux appels, tout ça. Hein. C'est Et génial. ouais, non, c'est lunaire. C'est lunaire, c'est Et vraiment du ça. coup, je leur disais, j'aurais terminé mes 42 km à cet endroit-là. Et du coup, ils venaient me chercher et on allait après à l'hébergement. Moi, j'avais rempli ma mission des 42 km par jour. Et je le prouvais bien évidemment avec des applications que je postais tous les jours sur les réseaux sociaux pour Oui, prouver à tout le monde craquer. en fait que je faisais toujours mes 42 km. Vu que tu les postais sur les réseaux, est-ce que tu as été soutenu par une communauté sur les réseaux? Ouais. Et comment est-ce que ça t'a aidé en termes de mental? Qu'est-ce que ça a amené aussi? Ouais, parce que c'est de la solitude. Quand on est seul et sans assistance, déjà il faut être son propre kiné, son propre ostéo, son propre médecin du corps Ouais. et même psy. Surtout. D'ailleurs, en parlant de psy, je parle à mon corps et je parle à l'univers. Vraiment. J'aime beaucoup. Parce que j'estime que, un, les cellules sont assez intelligentes pour comprendre, et deux, que si on ne demande pas en fait à un moment donné à l'univers, donc toutes ces forces qui sont au-dessus de nous, les choses en fait elles vont pas arriver forcément. Donc vraiment c'est ce que j'ai fait et c'est exactement ce qui s'est passé puisque j'ai parlé tous les jours en demandant une certaine arrivée sur la vie d'Adana et c'est ce que j'ai eu. J'ai eu une arrivée digne du film de Forrest Gump. Pour surtout mettre la lumière, encore une fois, sur la cause et les gens pour qui je courais. À quel moment arrive le livre? Le livre, en fait, il est arrivé, comme j'ai envie de dire, un peu toute ma vie, à l'improviste. Ok. En tout cas, à l'improviste d'un certain angle de vue. Parce que quand on n'a pas les informations de ce que vivent les autres au même moment que nous, on les vit. Mhm. Et quand on a ces informations et qu'il vous les répète, et que un an avant, j'ai un ami à moi qui est un autre aventurier qui s'appelle Ulysse Pubin, avait écrit un livre chez Albin Michel, et j'apparais moi dans son livre, puisque je lui fais vivre en fait un de ses challenges qu'il s'était donné. Et la directrice d'édition m'a découvert dans ce moment-là en disant « Ouais, j'aime bien moi le gars là qui a fait ça avec toi, tout ça. » Il lui dit « Ouais, c'est un pote à moi, j'essaye de le tanner pour qu'il écrive un livre. » Bref, donc c'est un an avant. Un an avant. Quelques mois plus tard, le nouveau directeur de cette collection Rencontre extraordinaire, qui s'appelle Alexandre Chavoué, qui ne l'était pas actuellement, on lui propose d'être directeur d'une nouvelle collection. Et au même moment, son frère, qui me connaît, qui me suit sur les réseaux, parle à cette même personne. De ce que tu es en train de faire. Exactement. Et donc là, il y a cette personne donc d'Alexandre Chavoué qui a la maison d'édition et l'histoire pour commencer dans cette nouvelle édition. Donc il se dit en fait, j'ai tout qui me tombe dessus, C'est ça. j'ai juste en fait à mettre les personnes en relation et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que quand on demande les choses, elles peuvent arriver, bien sûr. En fait, vous y mettez une force en plus, une énergie en plus dans ce que vous aimeriez voir arriver, voir créer. C'est vous qui créez votre vie. Complètement, Principe de la manifestation. c'est ça, le pouvoir de l'intention.
Avec tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as parcouru, qu'est-ce que tu retiens de ce périple, que ce soit celui-là ou l'autre? Et qu'est-ce que tu peux aussi partager pour les gens, les conseils? Ce que je retiens, c'est que on m'a posé la question juste avant de venir de savoir est-ce que ça m'avait appris quelque chose? Mhm. Non. Par contre, ça m'a confirmé plein de choses. Ça m'a confirmé que effectivement, on n'est pas seul. Mhm. Déjà, ça c'est énorme parce que mais il faut le vivre. Et j'invite justement moi les gens à se tester. C'est bien d'écouter des gens qui vont vous donner tel ou tel conseil pour faire telle ou telle chose, mais dans votre vérité, il faut essayer, il faut tester. C'est la meilleure manière de voir comment vous allez la vivre, de quelle façon et surtout là où vous allez aller. Vous allez peut-être vivre la même chose qu'une autre personne, mais en fait, les résultats vont être totalement différents. Oui. Parce que vous êtes vous et que vous avez votre vie qui est passée et que les objectifs, au final, ne seront pas forcément les mêmes. Et donc, c'est plutôt des confirmations plus qu'autre chose. Et ce que je conseillerais aux gens, et ça, je trouve que c'est fort, c'est les enfants sont insouciants. Nous avons été insouciants en tant qu'enfants. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents ou même d'adultes qui se laissent toucher. C'est un choix à un moment donné, qui se laissent toucher par leur entourage, voire même par eux-mêmes, par leurs mauvaises intentions ou leurs mauvaises intuitions, voilà ce genre de choses. Faites le choix en fait d'être touché parce que vous pouvez être touché par des choses qui peuvent vous arriver ou ce qu'on va vous imposer. C'est une réaction normale. Par contre, si les choses durent, c'est vous qui continuez à faire durer ces choses-là. C'est un choix. Exactement. Quand on commence à prendre conscience de ça, on se dit « Ok, je suis attristé par ce que je vis ». D'où l'insouciance d'être un enfant. Les enfants vivent les choses pleinement, mais en fait, c'est très court. Quand vous allez engueuler un enfant, il va le subir, il va être triste, il va pleurer, et 10 minutes plus tard, en fait, il est déjà en train de continuer à jouer son jeu de machin, il est passé à autre chose. Et au final, c'est eux l'exemple. Donc, l'enfant que vous étiez, il doit vous aider dans l'adulte que vous êtes devenu. Et je pense qu'on peut rajouter les rêves que notre enfance nous a procurés. C'est une force incroyable, insoupçonnée, parce que au final, on essaye toujours de réaliser des rêves. C'est les rêves souvent qu'on avait quand on était enfant. C'est vrai. Et je pense qu'il faut garder cet état d'esprit pour mettre en commun, on va dire, un peu toutes les personnalités que l'on est et que l'on a à l'intérieur de nous. Ben justement, les rêves que tu avais, ben, y a des projets qui arrivent bientôt. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le plus court, c'est la traversée de l'Irlande qui va arriver au mois d'octobre. Donc, c'est dans un peu plus de mois. Ah, ben donc tu es en préparation là. Ouais, bien sûr. Je suis toujours T'es toujours en préparation, c'est ça que je voulais dire en fait. D'ailleurs, c'est plus un entraînement pour moi, on va dire les marathons que je vais faire pour l'Irlande, que, on va dire, une réelle compétition ou un réel défi. C'est une préparation, en fait, tous les pays que je vais faire, dont l'Irlande qui arrive bientôt, pour un énorme projet en 2027. C'est la traversée donc je l'ai appelé le Forrest Gump Tour, puisque comme Forrest Gump, je vais reprendre le parcours exact des 25 000 km. Ça va faire 595 jours de marathon consécutifs, 7 jours sur 7. Et donc voilà, ça va être juste énorme. Bien évidemment, il y aura toujours des causes. Ça va être une cause environnementale, une cause de santé. Parce que ce sont les choses aujourd'hui qui je ne vais pas dire qui me motivent, mais qui me donnent une force incroyable. Est-ce que juste, si je peux me permettre de demander, est-ce que c'est pas parfois difficile pour tes enfants ou ta famille de te voir parcourir tout ça, parfois pendant de longs moments, sans savoir s'il peut t'arriver quelque chose? L'absence, bien sûr. Après, on a quand même cette chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir le téléphone. Si tant est que, par exemple, sur le Nil, j'avais un téléphone satellite. Donc même dans les zones où il n'y a pas d'internet, j'avais internet en fait, et surtout je pouvais les appeler. C'est bien de pouvoir rassurer à un moment donné, c'est vrai, sa famille et ses amis. Mais c'est aussi vrai que ça ne remplacera jamais en fait un câlin avec ses enfants ou les mots que l'on peut entendre ou le visage que l'on peut voir en réalité, parce que les vibrations ne sont pas du tout les mêmes. C'est pas tangible quoi. Exactement. Enfin, on les ressent pas, c'est pas la même chose.
c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour l'événement en Irlande? Je dirais essayer d'avoir un engouement aussi fort que j'ai pu avoir pour la Turquie. Parce que là, il n'y a qu'un seul pays de traversée. Ça va être 13 jours de marathon. Et c'est une belle cause qui parle d'une maladie en fait d'une jeune fille et d'une jeune femme qui s'appelle EB en anglais. C'est épidermophile bulbeuse. Okay. C'est une maladie de la peau en fait qui recouvre les membres et sur lesquels ils ne peuvent pas être utilisés, en plus d'avoir un ressenti de 60 degrés de brûlure tous les jours. Et voilà, donc ça m'a vraiment touché et je me suis dit que ça allait être mon moteur pour l'Irlande. Et quand du coup tu fais ça, à ce moment-là, il y a des fonds qui sont reversés, c'est ça directement aux Ouais, associations en lien? Exactement. J'essaie de toucher les villes en leur disant de participer justement à cette cagnotte. J'essaie de toucher des clubs, des associations aussi pour qu'ils puissent venir courir avec moi et inciter les gens aussi, Okay. des entreprises. Alors là, le fait que ça ne soit pas mon pays, ça reste quand même un peu plus compliqué, mais c'est là où la force des médias est importante, puisque c'est eux qui vont un peu crédibiliser ce que l'on fait par la médiation. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, Claude, d'avoir pris le temps, qu'on ait pu parler justement de tous tes projets. On continue bien sûr de promouvoir ton livre Horizons Infinis. Et en tout cas, les amis, voilà, on était dans Conscientious Media, on était avec Claude et on a passé, en tout cas moi j'ai passé un très bon moment avec toi. Pareillement. À très bientôt. À très bientôt.